Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce premier épisode de cette série estivale 2025, si j'ose dire, qui s'intitule La psychologie de l'argent. Pourquoi ? La psychologie de l'argent, on a beaucoup de choses à dire, on a décidé de la construire ensemble, moi et Dounia. Qui est Dounia ? Qui suis-je ? On va commencer par se présenter dans ce premier épisode. Donc Dounia, qui es-tu ? Alors, je suis Dounia. Je suis d'abord entrepreneur, donc j'ai 2 entreprises principalement, une marque de modest fashion, mais aussi une agence marketing. Et depuis 1 an, j'accompagne les femmes à se réaliser dans l'entrepreneuriat de façon équilibrée, à respecter leur féminité, mais surtout leur fitra. Et ça, c'est hyper important, ce que tu viens de dire, respecter leur féminité. Et je pense que c'est un petit peu le fil rouge qui nous a mené à créer cette série-là, parce que du contenu sur l'argent, il y en a beaucoup, de beaucoup de styles différents, mais on se dit... Tu trouves ? Moi, je trouve qu'il y en a beaucoup. Après, on est dans la sphère anglophone. Exactement, c'est ce que j'allais dire. J'allais rebondir pour dire que justement, je trouve qu'il n'y a pas assez de contenu sur l'argent. D'ailleurs, le titre de cette vidéo qui va être Les tabous, d'où vient notre rapport à l'argent. Et justement, en parler pour nous, c'est créer un espace. On va essayer de déconstruire ce tabou. Donc je trouve qu'en effet, sur la sphère anglophone, et toi et moi, on consomme ces contenus-là, il y en a énormément. Et peut-être que c'est pour ça qu'on a réussi à déconstruire certaines choses. Mais justement, sur la sphère francophone et encore plus franco-musulmane, je trouve qu'il y en a... Enfin, en tout cas, j'en ai jamais vu. Il y en a un peu, okay. Très peu, avec lesquels on n'est pas forcément 100% aligné. Parce que là, tu as dit le mot, je pense, qui est le plus important, déconstruire. Et c'est ce qu'on va essayer de faire, déconstruire les clichés, déconstruire les pensées, déconstruire les blocages qu'on va avoir et comprendre les racines, d'où viennent ces blocages-là et d'où ma partie de l'intervention. Donc, moi, c'est Hafsa. Je suis psychologue, psychothérapeute. Et quoi d'autre ? Conférencière. Psychologue, psychothérapeute, podcasteuse. Étudiante en sciences islamiques. Oui. En fait, tout ça revient dans la même sphère qui est la psychologie et l'islam. Et à partir de là, on va dire que je crée beaucoup de contenu en lien avec ça de plein de manières différentes et à plein de niveaux différents, que ce soit de la vulgarisation, de la découverte ou plus dans de la spécialisation pour les professionnels de la santé mentale. Je trouve important de préciser que du coup, cette série-là, elle va se passer sur nos 2 chaînes et que du coup, cette introduction, vous la découvrez sur la chaîne de Hafsa normalement et le prochain épisode sera sur ma chaîne YouTube. Donc on a décidé un petit peu finalement de joindre nos 2 prismes parce qu'on a des valeurs qui se rejoignent mais un prisme un petit peu différent. Moi qui pars vraiment du côté entrepreneuriat, mindset et vraiment plus expérience, quand Hafsa apporte vraiment une autre dimension, un équilibre, peut-être équilibrer mes propos qui peuvent être parfois tranchés par de la théorie. Oui, entrepreneuriat, mindset et action, qu'est-ce qu'on met en place ? Donc oui, la volonté de ce podcast, c'est de venir redonner un équilibre, comme tu l'as dit, de venir redonner un équilibre, de comprendre à la fois le passé, d'où est-ce que ça vient, qu'est-ce qui nous appartient à nous vraiment, et avoir une vision plus tournée vers le futur et l'action, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour sortir de ça, si c'est votre volonté. Parce que nous, on n'en a pas besoin. Non, je rigole. Pas du tout. Je pense que ça en vient à l'introduction de cet épisode. Notre intention, comme tu l'as dit, c'est vraiment d'essayer de déconstruire quelque chose. Et du coup, on a construit une série de plusieurs épisodes qui vont, on le pense, étape par étape, réussir non seulement à aller chercher la cause de pourquoi on a cette relation à l'argent, puis après essayer de remplacer ces pensées. Mais vous découvrirez le programme épisode par épisode, je pense. Mais du coup, on s'est dit que la première chose qu'il était essentiel d'aborder, c'est en fait d'où vient notre rapport à l'argent, pourquoi est-ce tabou ? L'argent, c'est à la fois partout et en même temps, on en parle rarement d'une manière profonde ou d'une manière frontale. On peut avoir beaucoup de manières de penser l'argent. Pour certains, c'est qu'un moyen, pour d'autres, c'est une finalité en tant que telle, pour certains, c'est même une identité. Et c'est en ça qu'il est important de se questionner sur d'où vient ce rapport à l'argent, parce qu'il ne vous appartient pas forcément. On peut penser qu'on se construit seul, tu sais, les histoires de self-made man ou self-made woman. Oui, je me suis construite toute seule et tout ça, ça vient. Alors que non, il y a beaucoup de choses qui peuvent venir d'avant et qui peuvent nous bloquer, vous bloquer aujourd'hui si vous êtes par exemple entrepreneur ou que vous pensez à l'entrepreneuriat pour vous lancer parce que ces croyances-là vous tirent en arrière. Et en particulier chez les femmes, et encore plus chez les femmes musulmanes. Le rapport à l'argent au niveau sociétal, il est compliqué. Au niveau francophone, il est aussi très compliqué. On est quand même une société qui a du mal à parler argent, contrairement à des Américains. On voit ça quand il y a des interviews dans la rue. Chez les Américains, on dit très facilement son salaire, combien on gagne, toutes ces choses-là. Et chez nous, c'est pourquoi vous voulez savoir ça ? Je préfère garder ça pour moi. Donc, sociétalement, chez les Français, le rapport à l'argent est compliqué. Le rapport à l'argent pour la femme est encore plus compliqué. Dans notre communauté à nous aussi, ça... Il y a tout un aspect culturel qui vient s'ajouter à toutes ces couches, finalement. En fait, c'est des couches et des couches et des couches. Et justement, le fait qu'on vienne à la croisée des chemins de la culture de nos parents, la culture dans
le pays dans lequel on a grandi. On rajoute à cela une couche supplémentaire pour certaines personnes, notamment moi quand on fait la hijra, où vraiment on est à la croisée des cultures et des pensées de toutes ces sociétés finalement. Oui, parce que même la hijra au final qui est un objectif spirituel, qui est l'idée par le spirituel, on a besoin d'argent pour la faire. Et il y a souvent ce combat de il faut que je puisse gagner de l'argent pour en faire quelque chose, il faut que je gagne de l'argent pour être une femme indépendante. C'est un discours qu'on entend beaucoup et qu'on transmet aussi aux jeunes filles, aux jeunes femmes. Fais des études, travaille, sois indépendante dans ton argent. Et en même temps, la femme qui a besoin d'argent, c'est une gold digger. Le fait de dire ah mais elle c'est une michto, ou elle veut que de l'argent, ou elle court après ça. Dès qu'on commence à parler, tu vois, un petit peu de standard, de standard, où je rajouterais même, tu sais, c'est une carriériste. La fameuse carriériste. En tout cas, dès qu'on parle d'argent, il y a ces éléments, ces concepts très négatifs qui viennent s'opposer à la vision de la femme musulmane et comment elle devrait voir l'argent. Comment elle devrait voir l'argent, parce que ça devrait être qu'un moyen, elle doit faire ça pour ses enfants, pour sa famille, pour son foyer, c'est pas le plus important, l'au-delà, etc., etc. La place de l'argent même dans les couples, et là je le dis en tant que psychothérapeute, il y a beaucoup, et mes confrères pourront nous confirmer, de raisons. Je crois que une des principales raisons des séparations, je parle pas que des couples musulmans, c'est vraiment une généralité, c'est ce rapport à l'argent. Alors que tout le monde dit, on en parle avant. Oui, on en a parlé avant. 50-50, pas 50-50, on va pas rentrer dans ce débat-là, parce que la réponse elle est assez claire, c'est même pas un débat en fait. Voilà. Et ce lien à l'argent qui va venir briser des couples et briser des familles. Donc cet argent dont on ne doit pas parler parce que nous on est spirituel et nous on s'attache pas à cette dunya. Alors qu'au contraire, si on en parlait, ça aurait peut-être évité beaucoup d'histoires de divorces qui ne se passent pas réellement très bien, parce qu'après on rentre dans des divorces qui sont pour des raisons pécuniaires et l'argent est même dans le divorce. Quand on divorce, séparation des biens, qui garde quoi, qui fait comment, est-ce que je paye la pension ou je paye pas la pension. En fait, l'argent est partout, qu'on le veuille ou non. Donc l'ignorer parce qu'on en a peur, je trouve que c'est... En fait, l'argent est au cœur de tous nos choix professionnels, nos choix de vie, de famille, de la personne avec qui on va se marier, nos choix spirituels aussi. Est-ce qu'on va pouvoir prendre des cours, est-ce qu'on va pouvoir s'expatrier, est-ce qu'on va pouvoir aider d'autres personnes, et ça on en reparlera dans un autre épisode, mais à quel point l'argent peut être une source de réel aussi. Il est au cœur de tous nos choix, il va venir conditionner notre rapport à la liberté, notre rapport à notre identité, notre rapport à nos peurs, notre rapport à nos ambitions aussi. Quand on a de l'argent, ou quand on pense avoir la capacité de faire de l'argent et de pouvoir avoir de l'argent, on n'a pas les mêmes ambitions et on n'a pas les mêmes peurs qu'une personne qui a un rapport à l'argent qui est extrêmement crispé, qu'il y ait de l'argent ou pas. Là, on parle vraiment du rapport et pas forcément de la présence tangible de cet argent-là. Parce que c'est ici que ça commence. Parfois, si on n'a pas travaillé ce rapport-là, et ça, tu pourras le confirmer, je pense, en tant qu'entrepreneuse, on a beau avoir un demi-million sur son compte en banque, si on reste crispé, si on a commencé en étant crispé sur l'argent, on restera crispé sur l'argent. On ne se sent pas sécurisé par la présence d'argent sur notre compte en banque. Et d'ailleurs, comme tu le dis, c'est la première chose que je travaille avec les personnes que j'accompagne, c'est clairement leur relation à l'argent. On commence par la vision et souvent, que ce soit des entrepreneuses qui viennent de commencer ou non, déjà entre leur perception de l'argent qu'elles font et ce qu'elles font vraiment, il y a un écart. Et ça, je trouve que c'est hyper impressionnant parce que voilà, on a un entretien exploratoire où je demande où en es-tu dans tes finances, etc. Est-ce que tu as des économies? Combien est-ce que tu réussis à générer par mois? Et finalement, en fait, là, on se rend compte qu'il y a un décalage entre ce qui est vrai et ce qu'elle pense générer mensuellement. Donc juste vraiment aller regarder l'argent en face, déjà même pour des personnes qui devraient avoir un début au moins de décomplexion face à l'argent, parce que l'entrepreneuriat, clairement, c'est vraiment ça te met face à ta relation à l'argent sous différentes formes. On se rend compte qu'il y a tellement de couches, comme tu l'expliquais juste avant, que ce soit la couche culturelle, la couche du sexe, femme, homme, la couche religieuse, enfin il y a énormément de choses qui font qu'il y a plein de pans à aller déconstruire. Et quand on regarde ce tabou, réfléchissez à la dernière fois que vous avez eu une conversation avec une autre personne sur l'argent, que ce soit votre famille, que ce soit votre conjoint, que ce soit au travail. Est-ce qu'il y a eu une forme de malaise, une forme de honte? Quel était le discours? Est-ce que finalement, là, si vous dites, oui, je partagerai mon salaire ouvertement à tout le monde, est-ce que vous êtes sûr de ça? Vraiment, posez-vous ces questions-là pour essayer de découvrir, en fait, d'où vient cette charge, parce que c'est une charge émotionnelle qui enrobe finalement ce sujet, alors que l'argent, il est chargé d'aucune émotion, c'est neutre, on peut faire du bien avec, on peut faire du mal avec, mais c'est souvent beaucoup de gens ont l'impression qu'en ayant cet argent, ça va faire d'eux des gens mal. Alors que finalement, moi ce que je dis, c'est que c'est un amplificateur de ce que vous êtes déjà. Si tu es quelqu'un qui est extrêmement généreux avec le peu que tu as, tu seras extrêmement généreux avec plus de moyens. Tu sais, cet a priori que il a changé, c'est plus le même. Dès qu'une personne va gagner de l'argent ou avoir un différent statut social, en fait on a cette croyance. C'est tellement une phrase qu'on a entendue énormément
de fois dans nos vies qu'on a l'impression que si nous aussi, on va changer de statut social ou gagner plus d'argent, on va être considéré par toutes les personnes qu'on connaissait et qui sont du coup notre sécurité, notre noyau familial, professionnel, amical, vont nous juger et vont nous considérer comme maintenant on fait plus partie de ce groupe. Ça, on en parlera, je pense, dans l'épisode, on expliquera le pourquoi de ces tabous et de ces manquements. Mais ça revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, l'argent conditionne même notre identité. Et en fuyant, et en ayant peur du coup de cet élément-là, qui est aussi central dans notre vie, il continue à nous diriger. Parce qu'on est dirigé par la peur et parce qu'on est dirigé par l'évitement. Tandis que si on vient creuser sur cette notion d'argent et savoir ce que c'est pour nous et savoir ce que ça représente et à quel point, du coup, c'est modelé par notre passif, ça nous permet de reprendre la main, de redevenir pilote de ce concept, de redevenir le pilote de cet élément qui va venir diriger une grosse et une énorme partie de notre vie. Cette notion d'identité, tu vois, les riches, ils sont déconnectés, les riches, ils sont pas bien, les riches, surtout en France, tu vois, mais pourquoi tu vois, c'est les ultra riches ou les riches qui font ceci, qui font cela, et nous, c'est toujours nous qui sommes taxés, c'est toujours nous qui sommes ceci. Je dis pas que c'est faux, c'est loin d'être le cas, mais qu'est-ce que toutes ces croyances, qui sont pas des croyances, qu'est-ce que toutes ces phrases, qu'est-ce que tous ces avis qu'ont eu des gens avant vous, des gens autour de vous, sont venus implémenter en vous sur votre rapport à cet argent-là qu'on essaye tous de gagner tous les jours pour pouvoir mieux vivre, que ce soit nous ou que ce soit nos proches. Il y a beaucoup de choses, là je pense aussi à mon mauvais œil. Communautairement, on a beaucoup aussi cette peur du mauvais œil. Je ne vais pas commencer à dire que j'ai gagné de l'argent, je ne vais pas acheter de trop bonnes choses. Je ne vais pas trop montrer ce que j'ai. Et c'est une croyance qui vient très généralement de nos proches, mais d'où est-ce que viennent toutes ces croyances, comment elles vont venir impacter notre système cognitif et la manière dont on va se positionner, et donc la manière dont après on va venir gérer cet argent-là. Parce que ce qu'il faut voir là, c'est l'effet domino. Puisqu'on m'a inculqué ça, je ne l'ai pas travaillé, donc je vais venir le répéter, donc je vais venir me mettre dans des situations où je serai en difficulté dans ma vie quotidienne, ma vie de tous les jours, parce que un rapport à l'argent qui n'a pas été soigné, parce qu'un rapport au travail, du coup, qui devient malsain, et comment on va venir s'extraire de ça. C'est un petit peu l'ambition de ce podcast-là qui va vous accompagner, Inch'Allah, pendant l'été, un été de reset pour repartir à la rentrée sur de nouvelles bases et de meilleures bases pour vous, que vous soyez étudiante, que vous soyez entrepreneuse, que vous soyez salariée, que vous soyez mère au foyer. On a tous un rapport à l'argent qui vient en partie de nous, mais qui vient aussi en grosse partie de cette transmission culturelle et familiale. C'est ce qu'on va venir creuser tous ensemble. Une fois qu'on a cette conscience que ça vient pas que de nous, qu'on va encore une fois aller creuser plus en détail, Inch'Allah, j'aimerais bien leur poser une question pour qu'on se laisse sur du travail. Parce que on le dit tout le temps, hein, je pense que tu le dis aussi, dans tes accompagnements en psychothérapie, dans un accompagnement du coup clinique, ce avec quoi je commence chaque accompagnement, je ne peux pas travailler à votre place. On vous accompagne. Il y a un travail qui doit être fait à titre individuel pour obtenir des résultats. Ce qu'on apporte aujourd'hui ici à travers ce podcast, ça peut vous aider à réellement changer votre rapport à l'argent si vous le prenez au sérieux et vous le travaillez réellement. Ça peut aussi être un podcast qu'on écoute au bord de la piscine en plein été pour commencer à réfléchir à ça. C'est aussi complètement OK en fonction de vos objectifs. Mais si vous souhaitez vous en emparer, la possibilité est là. Je rajouterais juste à ça que justement, on est tous les maillons d'une chaîne et que justement, même si peut-être là tout de suite en écoutant cet épisode, tu ne vois pas clairement quelle problématique peut-être tu vis dans ton rapport à l'argent, mais on dit souvent que quand tu veux observer un changement dans une société, soit ce changement. Donc dans tous les cas, même si aujourd'hui tu n'as peut-être pas une réponse claire sur c'est quoi ce rapport à l'argent, pourquoi il serait problématique, etc. Dis-toi que t'éduquer sur ce sujet, dans tous les cas, il aura forcément un impact positif. Et je suis sûre que tu es capable de reconnaître des problématiques peut-être sociétales sur le rapport communautaire à l'argent. Et c'est même inversé. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans Salat al-Anfal, Dieu ne changera pas l'état d'un peuple avant qu'il ne se change lui-même. On appartient tous à ce lui-même. C'est sur ça, du coup, qu'on aimerait que vous puissiez réfléchir aujourd'hui. Posez-vous la question, quel est le premier souvenir que vous avez de votre rapport à l'argent? La première croyance, la première phrase qu'on a pu vous dire, l'impact aussi que ça a pu avoir sur vous. N'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires, on viendra les lire, Inch'Allah. On va même jouer le jeu en commençant à répondre à cette question, nous en premier. Je vais pas essayer de recréer un souvenir, mais je me souviens de différentes phrases que j'ai entendues en étant plus jeune à différents moments, que ce soit des échanges familiaux entre deux adultes de ma famille, ou que ce soit des phrases qu'on m'a dit à moi quand peut-être j'avais une demande qui était perçue comme excessive ou non. Mais je pense qu'on a tous un petit peu entendu, mais tu crois que l'argent pousse sur les arbres. Mais aussi cette notion de richesse. Je sais que quand j'étais petite, j'avais
je crois, à un moment donné, poser la question à un adulte de ma famille, est-ce qu'on est riche? Et je me souviens que cet adulte m'avait dit, ah bah, j'aimerais bien, mais non, on n'est pas riche, mais alhamdoulilah, ce qu'on a, c'est déjà très bien. Et c'est comme si ça avait planté en moi la notion, du coup, on ne peut pas être riche, c'est pas pour nous. Les riches, c'est d'autres personnes. Et inconsciemment, je sais que ça m'a porté pendant très longtemps parce que même dans mes débuts d'entrepreneuriat, je ne croyais pas que je pouvais vivre de l'entrepreneuriat. J'avais vraiment cette croyance qu'il fallait que j'ai un parcours sécurisant. Et pour moi, un parcours sécurisant, c'était par exemple une profession d'infirmière, de maîtresse, de docteur, d'avocat, etc. Vraiment une profession stable, perçue comme quelque chose qui manquera toujours à la société. Donc pour moi, vraiment aller dans cette direction-là, alors que j'étais déjà ambitieuse, et quand je repense à mon parcours d'ado, d'enfant, j'avais déjà un petit prémisse d'entrepreneuse, de par ma relation à l'argent, de par ma relation au business, je dirais, de vendre des billes dans la cour de récréation, de réfléchir déjà à certains concepts, mais là je m'éloigne un petit peu. Pour revenir à ça, j'avais vraiment l'impression que être entrepreneuse, même si j'ai eu une première expérience à 16 ans, c'était pour combler les fins de mois. C'était vraiment en soutien, c'était pas possible de créer un business prospère ou de changer complètement de statut social. Pour changer de statut social, il fallait que j'aille faire des études de plus de 10 ans, donc docteur ou alors avocat, il me semble que c'est 6 ans. J'avais vraiment cette croyance que si je ne pouvais pas prendre ces deux chemins, je ne pourrais pas changer de statut social. C'est hyper intéressant parce qu'on voit encore une fois à quel point les deux notions identité et argent qui sont intrinsèquement liés et qui viennent influer l'une sur l'autre. Mon rapport à l'argent, j'aurais du mal à dire comment il a été inculqué, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une phrase ou un moment précis, mais je me souviens que j'ai toujours eu cette croyance profonde de il faut travailler dur. Si tu galères pas, presque l'argent il n'est pas mérité, tu vois. Je me souviens quand j'étais étudiante et que j'allais travailler à l'EHPAD, je commençais à 6h du mat, je finissais à 18h ou parfois beaucoup de routes. En fait, je devais galérer pour sentir la saveur de l'argent et avoir de l'argent qui venait facilement. Déjà j'en avais pas qui venait facilement, mais quand j'ai commencé à avoir mon cabinet là aujourd'hui en tant qu'adulte qui s'est rempli, et comme je fais quelque chose, un métier qui me passionne, il me paraît facile et c'est trop facile. Il y a quelque chose qui va pas. Je mérite pas cet argent. Et du coup, il faut que je crée gratuitement et que je donne pour mériter encore plus cet argent. Donc ça, je sais que c'est une croyance que j'ai encore à travailler aujourd'hui, qui est l'argent facile, ça n'existe pas. Et on doit travailler dur pour obtenir ce qu'on veut. Et si on ne travaille pas dur, alors du coup, on ne l'obtiendra pas, ou en tout cas, on ne le mérite pas. Lorsque tu as expliqué que tu avais commencé l'entrepreneuriat bien assez tôt, moi, au contraire, j'étais dans cette vision des études médicales, de l'aide à la personne, du soin. Et on gagne pas d'argent, on est dans les gens. On n'aide pas les gens pour gagner de l'argent. On aide les gens parce qu'on est passionné, parce qu'on veut aider les gens, parce qu'on aime les gens, et donc on n'a pas à espérer ou à penser le rapport à l'argent à l'intérieur de ça. On te fait vivre, il n'y a pas de souci. Le strict minimum, il n'y a aucun problème. Mais au-delà de ça, pour qui te prends-tu ? Est-ce que tu es en train de monétiser la souffrance des gens, que ce soit une souffrance physique, du coup, en pensant aux aides-soignantes ou aux aides à domicile ou aux infirmières, ou la souffrance mentale en pensant aux psychologues, aux psychiatres? On ne peut pas monétiser ça. Là, on pourrait partir dans un élément encore plus profond, du coup, du rapport à la santé et du rapport à la santé en France en particulier, parce que c'est pris en charge. Et donc, on ne sent pas l'argent qui part quand on va chez le médecin. Quand parce qu'on ne paye pas, parce que c'est pris en charge, quand on va faire une prise de sang, on ne paye pas forcément, ou alors des petits montants. Et quand on arrive face aux soins qui a une grosse somme, et ben là, on ne comprend plus et on ne voit plus la valeur ajoutée et on voit pas pourquoi et on voit que c'est de l'arnaque. Encore une fois, beaucoup de choses qui vont venir lier, et comme on a commencé cet épisode, on pourrait conclure dessus sur à quel point l'argent est primordial et partout, dans tous les rapports sociétaux, dans les rapports aux autres, dans les rapports à la nourriture, dans les rapports aux besoins primaires, dormir, manger, avoir un compagnon ou une compagnonne de vie, tout ça va venir être conditionné par l'argent. Et pour moi, c'est exactement pour ça que je trouve qu'en tant que Français, notre rapport à l'argent, il est vraiment particulier. Parce qu'on a une société qui a un système qui se différencie beaucoup du monde anglophone et arabophone et asiatique. Par la gratuité, oui. C'est ça. Et du coup, il y a ce rapport à la gratuité qui ne fait pas bon ménage dans différentes sphères, que ce soit la sphère de la santé. Comme tu le dis, le moment où finalement il va falloir payer pour pouvoir accéder à certains soins, on a tellement été éduqués à la gratuité des soins que ça devient compliqué. Mais du coup, on peut le mettre sur aussi l'éducation, l'école qui est gratuite. Et quand on va vouloir apprendre, on va se dire mais pourquoi payer pour l'éducation alors que j'ai été prédisposée à penser que l'éducation c'était gratuit. Et justement là j'ai vraiment ce souvenir de ce professeur à l'université qui venait du Canada. J'étais en licence de psycho, si je dis pas de bêtises, en dernière année. Il y avait ce professeur qui nous disait j'ai toujours envié le système français par rapport au Canada parce que l'éducation était gratuite alors que chez nous ils doivent payer, et chaque année c'est $30,000, vraiment c'est
c'est quand même assez cher. En arrivant en France, la première fois qu'il a fait cours, ce qui l'a choqué, c'est qu'il n'a pas eu une seule question. Et il nous disait, mais en fait, chez nous, donc les Canadiens, les Américains, on quitte pas le cours sans avoir pas compris, parce qu'on le paye tellement cher. Et il disait qu'il avait l'habitude d'avoir plus de 30, parfois 40 minutes, question sur question sur question. Il était interrompu toutes les 5 minutes parce que les élèves voulaient comprendre. Et dès qu'ils comprenaient pas, excusez-moi monsieur, quand vous dites ça, ça veut dire plutôt ci ou plutôt ça. Je suis pas sûre d'avoir saisi. Alors il dit que les élèves en France, le comparatif qu'ils faisaient, c'est qu'ils étaient extrêmement passifs. Déjà quand ils viennent. Et après, c'était qu'ils comprennent ou qu'ils comprennent pas. Je suis sûre que si on regarde le taux d'absentéisme, il doit être bien différent. Très probablement. Et il expliquait que ça coûtait tellement cher, et ça, c'est une notion qu'on revoit aussi, ne serait-ce qu'en psychologie, avant même de parler de business. Pourquoi, oui, c'est payant et les patients, du coup, ceux qui peuvent pas se le permettre, mais quand c'est gratuit, l'investissement est extrêmement différent. Et on n'est pas en train de dire les gens sont des ingrats. L'être humain fonctionne comme ça. C'est le cerveau qui fonctionne comme ça. En fait, la douleur, et ça on en parlera un autre moment, mais la douleur de perdre de l'argent nous oblige à être plus rigoureux sur la manière dont on va venir appréhender ce qu'on a payé. C'est la perception de la valeur. Exactement. La perception de la valeur qui fait que quand on ne paye pas, on est beaucoup moins investi. Et on le voit quand on donne des conférences gratuites. J'en parlais avec mes consoeurs psychologues. Quand on donne des conférences gratuites dans des mosquées, par exemple, il y a tellement peu de personnes. Et dès qu'on fait une conférence en ligne qui est payante, mais pourquoi? Mais c'est de la science, et vous parlez du Coran, et ça doit être ouvert à tout le monde. Quand vous osez faire payer du coup ce rapport à la santé et ce rapport en plus au Coran, donc quand on mélange les deux, alors là c'est un duo qui est vraiment gagnant. Alors que comment nous on se comporte quand c'est gratuit, comment nous on se comporte quand c'est payant. C'est, alhamdoulilah, je pense que ça a été très utile et une chance pour beaucoup de personnes. Tout ce système, je mets des guillemets à gratuité, parce qu'on sait que ce n'est pas réellement gratuit. Il y a d'autres gens qui payent derrière et c'est parfois vous, une fois que vous avez votre diplôme et que vous commencez à travailler. Il y a plein de choses. C'est un système complet et on n'a pas le temps là aujourd'hui d'élaborer là-dessus. Et c'est même pas l'objectif. C'est juste de ce qu'on veut remettre en question, c'est vous, votre rapport à l'argent, peu importe le système auquel vous faites face, que ça soit le système gratuit en partie de la France, que ça soit le système payant des États-Unis, du Canada, parfois même du Maroc. Le Maroc et l'Algérie, la scolarité, une grosse partie est payante, pas au même tarif, mais une grosse partie reste payante. Peu importe le système dans lequel vous allez évoluer, comment vous allez venir vous positionner face à lui et retravailler vos croyances et vos biais cognitifs sur l'argent. Je dirais qu'avant de conclure cette première discussion, on peut prendre un moment pour résumer un petit peu ce qu'on a vu et introduire peut-être le prochain épisode. Aujourd'hui, on a commencé à reconnaître le fait que l'argent, c'est tabou. Puis on a commencé à discuter du fait que ces pensées-là, elles viennent de l'enfance et qu'elles ont été construites par différentes expériences, différentes couches qui a conditionné notre rapport à l'argent aujourd'hui. Et que ce chemin de réflexion que l'on entame, il est complexe, il est aussi subjectif à différentes situations et qu'il n'y a jamais de vérité absolue, qu'on aborde vraiment des concepts qui sont complexes et qui peuvent être aussi culpabilisants. Et le but aujourd'hui, c'est vraiment de mettre en lumière un sujet qui est trop peu discuté dans nos communautés, mais absolument pas d'avoir des jugements fermés sur telle ou telle situation, parce que vraiment, c'est pas l'ambition de ce podcast. On n'en a pas la capacité de toute façon. Au cas par cas, il y a énormément de cas différents. Mais tout ça pour dire que justement, dans le prochain épisode, on va aller un petit peu plus en profondeur dans le concept de communautarisme et de relation qu'on a à l'argent en tant que femme dans nos familles, les droits de cet argent sur nous, et expliquer un petit peu tous ces concepts pour, Inch'Allah ta'ala, pouvoir les déconstruire et remplacer peut-être des pensées inconscientes par des pensées qu'on va aller choisir. Effectivement, et tu as raison de souligner que c'est extrêmement subjectif. Peut-être que la Hafsa et la Dounia de dans 5 ans ne seront plus d'accord avec ce qu'on est en train de poser ici. Il faut voir ça vraiment comme le cheminement et les réflexions de jeunes femmes musulmanes qui ont grandi dans le contexte francophone et qui se sont lancées à différents niveaux, dans différents domaines, dans l'entrepreneuriat et ce rapport à l'argent plus individualisé dont on s'empare. En tout cas, on espère que ce podcast vous plaira. Inch'Allah, on a hâte de lire vos commentaires pour savoir, vous, quelles sont ces croyances qu'on vous a données, quelles sont ces phrases qu'on vous a inculquées et dont vous vous rendez compte aujourd'hui, qu'elles viennent driver, qu'elles viennent conditionner votre rapport à l'argent. On essaiera de répondre au plus de personnes possible et on continuera, Inch'Allah, à creuser et à réfléchir à tout ça dans le prochain épisode qui, je le rappelle, aura lieu sur la chaîne de Dounia Asia. Salam alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.